Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo, je vous propose non pas un paléo-world, mais un paléo-bio. Un concept qui, s'il vous convient, vous fera découvrir les hommes et les femmes de la paléontologie, de la géologie et de l'histoire de l'évolution. Car il ne faut pas oublier que derrière chaque découverte, il y a souvent un homme ou une femme qui a consacré toute sa vie à son œuvre. Donc pour ce premier épisode, j'aurais pu vous parler de Cuvier ou de Darwin par exemple, qui sont très connus, mais j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un génie assez excentrique qui n'est nul autre que William Buckland. William naît le 12 mars 1784 à Axminster, à l'est du Devon, en Angleterre, d'un père qui est recteur, c'est l'équivalent à peu près de curé. La religion va donc être, comme vous en doutez pas mal, assez importante dans sa vie. La région d'Axminster repose, elle, sur des roches calcaires, datées du Jurassique il y a environ 200 millions d'années. C'est donc une zone assez riche en fossiles et le petit William va passer toute son enfance à ramasser des fossiles de coquillages, dont des ammonites. Il étudie dans de nombreuses écoles avec succès et à 17 ans, en 1801, il décroche une bourse pour étudier au Corpus Christi College d'Oxford. Il va y étudier la théologie, donc les religions, mais aussi la chimie et bien sûr la minéralogie. Il passe d'ailleurs ses vacances à travailler sur le terrain en géologie dans tout le Royaume-Uni. Il obtiendra son baccalauréat 3 ans plus tard, en 1804, puis une maîtrise en 1808, il continuera d'étudier et de travailler au Corpus Christi College jusqu'à devenir prêtre en 1809. Mais il n'abandonne pas ses premiers amours pour autant et continue de se former à la géologie et à la paléontologie, et il va même remplacer son professeur de chimie et de minéralogie en 1813. Comme on peut s'en douter, avec les années, sa collection de fossiles s'agrandit, il s'intéresse de plus en plus à la paléontologie, et il commence à rencontrer pas mal de scientifiques, dont Georges Cuvier par exemple. En 1818, il a alors 34 ans et il intègre la Royal Society, ce qui est l'équivalent grosso modo de notre Académie des sciences. Et il va tout faire, il va même aller rencontrer le prince de l'époque, afin de le convaincre d'ajouter une nouvelle discipline, à savoir la géologie. 2 ans plus tard, peut-être pour justifier l'ajout de cette discipline, mais surtout pour prouver par la géologie l'existence du déluge biblique, il va publier ce qu'on appelle le Vindiciae Geologiae, ou le lien entre géologie et religion expliqué. Il commence aussi à émettre ses propres hypothèses sur la Genèse, notamment l'existence passée de différentes séries de créations divines et d'extinction d'espèces, avant l'arrivée des espèces régnant actuellement sur Terre. Si vous ne l'avez pas reconnu, il s'agit de la théorie dite catastrophique dont on avait déjà parlé dans l'introduction à l'évolution. Si ça vous intéresse, je vous conseille. Bien. En 1822, il publie sur des recherches qui ont été faites dans la grotte de Kirkdale au nord de Yorkshire en Angleterre. Pour expliquer la présence d'ossements fossiles découverts, il imagine comme d'autres qu'il s'agit de restes apportés par les flux et reflux du déluge biblique. Mais il constate ça et là des ossements broyés, un petit peu éparpillés, et il découvre également des excréments fossiles. Donc des coprolites, même si le mot ne sera inventé que plus tard. Il en conclura que la grotte a été habitée pendant au minimum quelques années par des hyènes. Malgré les critiques, l'analyse de Buckland va servir de référence pour la découverte de restes similaires, et William recevra pour ses travaux la médaille Copley. La médaille Copley, pour ceux qui l'ignorent, est certainement le plus ancien prix scientifique. Elle est remise en cas de réalisation exceptionnelle en matière de recherche dans toutes les branches de la science. Ce prix a connu de nombreux lauréats célèbres, notamment Benjamin Franklin ou même Alexandre Volta. Le prix est toujours attribué de nos jours, et en 2015, elle était remise à Peter Higgs, inventeur du boson du même nom. En 1824, il a 40 ans et devient président de la Geological Society of London. Il annonce la découverte de restes fossiles dans le village de Stonesfield, situé au nord de Whitney, dans l'Oxfordshire. Il attribue tout le matériel à un grand reptile fossile qui va nommer modestement Megalosaurus bucklandii. Oui, le fameux mégalosaure. C'est lui. William Buckland va donc être le premier à nommer un dinosaure, et ce, 18 ans avant l'invention du mot dinosaure. En 1825, il démissionne, reçoit un prix pour ses bons et loyaux services, et épouse Mary Moreland, qui, en plus d'être une grande illustratrice, est aussi, comme lui, une grande collectionneuse de fossiles. Leur lune de miel est un tour d'Europe qui va surtout être une grande chasse aux fossiles où ils vont rencontrer de célèbres naturalistes de leur temps. En 1829, c'est là qu'ils proposent le nom de coprolite pour des roches rondes ramenées par Mary Henning. Si vous la connaissez pas, on en reparlera sans doute de celle-ci. Comme je le disais, ces pierres sont rondes et contiennent assez souvent des écailles ou des os. Buckland, qui avait déjà observé des roches similaires dans la grotte de Kirkdale, vous vous en souvenez, va en conclure qu'il s'agit d'excréments fossilisés et va leur donner le joli nom de coprolite, qui vient de copros, qui signifie
voilà, et lithos, la pierre. En 1836, il a alors 52 ans, il publie dans le Bridgewater Treatise, où il va y enrichir la théorie catastrophiste. Si William Buckland croyait en un déluge primordial du temps de Noé, il ne sera plus d'accord avec l'idée qu'elle puisse être prouvée par la géologie, puisque selon lui, seule une unique strate aurait été formée l'année du déluge. 2 ans plus tard, une nouvelle théorie proposée par Louis Agassiz propose que certaines roches polies et striées seraient le témoignage de passage de très grands glaciers. William Buckland va alors se rendre en Suisse pour aller observer de lui-même les roches de glaciers, et il va constater qu'elles sont très similaires à des roches qu'il a lui-même observées en Écosse. Il va se rallier à la théorie d'Agassiz et va en conclure qu'un énorme glacier a traversé l'Europe, laissant sa trace notamment en Angleterre. Comme on peut s'en douter, la fin de sa vie sera marquée par la nomination à des postes prestigieux et à d'importantes récompenses. C'est à la fin de l'année 1850 qu'il contracte la tuberculose qui aura raison de lui, et il s'éteindra à l'âge de 72 ans, le 14 août 1856. Le coin de terre qui avait été initialement réservé à son enterrement se trouve être finalement un énorme dépôt calcaire jurassique et il faudra dynamiter la zone pour pouvoir l'enterrer. Et c'est sans doute pas un hasard, l'homme était assez connu pour son excentricité et il avait l'habitude d'aller prospecter, donc d'aller chercher des fossiles en toge. Ouais, le costume romain, la toge. Il possédait aussi bon nombre d'animaux, dont un ours qu'il travestissait en professeur quand il l'emmenait avec lui pour ses cours. L'un de ses grands passe-temps, ou d'autres folies, on peut appeler ça comme ça, c'était aussi de goûter à tout. Mais vraiment à tout. Il se vantait souvent d'avoir mangé toutes sortes d'animaux, et les plus dégoûtants, d'après lui, seraient la mouche bleue et la taupe de jardin. On croit sur parole. L'écrivain August Hare raconte avoir présenté à William Buckland un petit coffret en argent contenant un cœur momifié, soi-disant celui du roi Louis XIV. Le gastronome se serait alors écrié qu'il n'avait jamais mangé de cœur momifié de roi, et avant que quiconque ait pu l'en empêcher, il l'aurait avalé aussi sec. Bon, si j'ai personnellement des doutes avec la véracité de cette histoire, la prochaine est plus sûre et c'est certainement ma préférée. William Buckland était sans doute un homme à femme et il aimait les inviter à boire le thé chez lui sur une petite table. La petite table en question était en fait composée exclusivement de coprolites, les fameux excréments fossilisés donc. Et c'est seulement à la fin du goûter qu'il annonçait aux femmes la nature du mobilier sur lequel ils étaient assis depuis quelques heures. Bon, si l'histoire ne dit pas si la manière de procéder avec les femmes portait ses fruits, en revanche on peut toujours admirer la table au Lyme Regis Museum à Dorset en Angleterre. C'est tout pour cette vidéo, ça change un petit peu d'habitude. J'attends vos retours avec impatience, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez